rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. C'est quoi ta valeur nette en date d'aujourd'hui? OK. C'est entre 500 millions et 1 milliard. OK. C'est vague, là. Ouais. OK. C'est voulu. OK. Moi, je suis curieuse de savoir à combien d'argent, toi, tu considères que tu es riche? Ça, c'était... c'est quoi? C'est Occupation Double? Oui, c'est l'ancien d'Occupation Double, Luc Poirier. Tu t'en rappelles l'entrevue qu'il avait donnée sur TikTok à une courtière immobilière, puis il avait dit, un jour, tu vas-tu être milliardaire? Il dit, ah oui, puis il dit, en plus, quand je vais faire un bon coup, je vais l'être. Mais il dit, tu sais, c'est difficile d'être milliardaire au Québec à cause de l'impôt. Et là, ce qui est encore plus fascinant, c'est grâce justement à un prêt du gouvernement qu'on réussit à faire, écoute Richard, la plus grande transaction immobilière de terrain au Québec dans son histoire. Là. Un terrain qui est passé d'une valeur de 20 millions il y a 8 ans et qui s'est vendu 240 millions de dollars. Donc, Sylvain Larocque a tenté de voir derrière toute cette valeur-là, est-ce que c'est réaliste, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, tu sais, là, le terrain était vendu à Nordvolt. Nordvolt a acheté ce terrain-là grâce à un prêt remboursable du gouvernement du Québec, et donc en totalité, le 240 millions. Donc, ils ont acheté un terrain de 18,5 millions à McMasterville et Saint-Basile pour construire la fameuse usine de batterie. Et donc, il y a 3 personnes qui sont passées au cash, d'une certaine façon. Il y a Madame Wu, il y a Luc Poirier, puis Serge Garipi, qui était propriétaire du terrain jusqu'à tout récemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était parlé à celui qui était l'ancien propriétaire du terrain, qui s'appelle Gaétan Hall. Et lui, il nous a dit, c'est comme gagner à la loterie. Ben oui. Que ces gens-là ont eu... parce que ce qui est intéressant, c'est que ces anciens propriétaires-là, à qui le terrain était vendu à Luc Poirier et les autres, là, eux autres avaient un projet qui était celui de faire du résidentiel, parce que ce terrain-là était zoné industriel, parce que c'était la CIL qui était là à l'époque. Et là, évidemment, il y a toute la question de dézoner, de décontaminer, tout ça. Mais les autres avaient un projet de 4000 habitations, tout ça, et ils voulaient aller de l'avant avec ça. Et finalement, c'était bloqué par le ministère des Transports parce qu'il disait, bon, à cause de la circulation sur la 107, tout ça, mais c'était le seul grand terrain industriel qui restait pas mal dans la région de Montréal. Et donc, le gouvernement du Québec a décidé de s'assurer que d'une certaine façon, que ce terrain-là soit pas dézoné résidentiel. Donc, une grosse transaction qui a permis, évidemment, à des gens de s'enrichir. Mais ils sont chanceux en maudit, parce que quand ils ont acheté le terrain, ils n'avaient aucune idée qu'à un moment donné, une entreprise s'installerait là pour une grosse méga-usine, puis que le gouvernement aurait besoin de ce terrain-là, était prêt à payer le fort prix. Écoute, ils sont chanceux en maudit, là. Ben, tu sais, au printemps 2019, là, les terrains résidentiels avaient plus de valeur que les terrains industriels. À l'époque, là, ça se vendait au pied carré beaucoup plus bas que les terrains résidentiels parce qu'on savait qu'on aurait besoin de logements. Mais pendant la pandémie, Richard, s'est passé un phénomène incroyable. C'est que là, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait des problèmes de logistique pour le transport, l'approvisionnement. Et là, beaucoup de terrains industriels ont pris de la valeur parce que là, le monde était pour construire des entrepôts pour stocker de la marchandise, etc. Et eux autres ont vu l'opportunité, effectivement, de cela. Mais évidemment, ils ne savaient probablement pas qu'il y avait une usine qui s'en venait. Il en demeure pas moins que dans la négociation avec le gouvernement ou avec Nordvolt, c'est comme un professeur de l'Université de Laval qui dit, tu sais, ils devaient savoir qu'ils avaient un bon pouvoir de négociation, tu comprends-tu, en sachant qu'ils ne pouvaient pas dire que ça ne valait pas grand-chose, parce qu'il y avait déjà eu une offre, ces gens-là, de 130 millions sur une partie presque 3/4 du terrain. Là, ils se sont trouvés à passer à 240 millions. Là. Et comme disait le Serge Garipi à la fin du texte, tu verras, il dit « On savait qu'ils allaient être aidés financièrement par le gouvernement, admet-il. Il aurait fallu être un peu déconnecté pour pas savoir cela. » Ben oui. Les autres sont passés shitling, sont passés au cash. Et tu veux nous parler de Floride? Oui, écoute, Richard. Bon, tu sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont en Floride. Là, c'est la période où ils décident. Mais sauf que là, ils sont frappés par des hausses de toutes sortes. Le taux de change est désavantageux. Écoute,
même aller jouer au golf actuellement, là, ça va leur coûter presque 30-40% de plus pour jouer au golf. Les assurances pour leur condo augmentent. Les taxes municipales augmentent. Même pour un parc des parcs mobiles, puisque les loyers sont rendus très, très élevés. Mais ce qui est le plus intéressant vraiment, Richard, c'est les assurances qui sont hors prix. Parce qu'évidemment, tu sais qu'il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles, ou en tout cas des ouragans, etc. en Floride. Donc, écoute, il y a des cas là, où, évidemment, ils payaient, tu sais, c'était augmenté plus que 1000 piastres. C'était 1000 piastres le prix, maintenant, c'est passé à 2000 $. Donc, vraiment, là, c'est un impact majeur pour des snowbirds. Ça fait que là, beaucoup de ces Québécois-là qui s'en vont en Floride ont décidé probablement de réduire la période qu'ils vont être en Floride. Donc, une façon d'économiser. Et ce qui me fascine, Richard, c'est que de plus en plus de Québécois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, ils fuient peut-être la Floride parce que c'est trop cher, puis ils vont vers la République dominicaine, le Mexique. Donc, on risque de voir un effet migratoire où peut-être des Québécois vont commencer à acheter des propriétés ou en tout cas des condos, plus en République dominicaine ou au Mexique pour fuir la Floride, compte tenu que les prix sont vraiment trop chers. Et là, la question quiz, est-ce que les Floridiens vont être contents de nous voir partir? Salut! Non, mais Richard, Oui. non, mais Richard, il y a beaucoup de... Ce qui est fascinant, il y a deux affaires. Il y a des Américains qui ont bien hâte de voir les Québécois arriver parce qu'ils savent qu'ils vont dépenser, parce qu'ils cherchent toujours des clients. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que tu as des Québécois qui sont souvent propriétaires de business en Floride. Puis là, ils voient pas leur chum québécois venir dépenser chez eux. Là, fait que là, ils sont bien déçus. Alors, les vedettes has-been, au lieu d'aller faire des spectacles l'été en Floride, l'hiver en Floride, ils vont faire des spectacles en République dominicaine ou à Cuba. Merci beaucoup, Yves. Salut, Richard. Salut, bye. Bye. Salut, bye.